Salut à tous, bienvenue dans Portrait Urbain numéro 4. Aujourd'hui, on est en compagnie de DJ Furax. C'est un DJ liégeois bien connu de tous. On va aller à Liège, voir un peu où il est né, où il a fait ses premiers concerts, faire un tour sur le marché de Noël, boire un bon vin chaud parce qu'il commence à faire sérieusement froid. Et on commence par l'interview ici. On se rejoint tout de suite. Ah oui, et d'ailleurs j'ai oublié de vous le présenter, dans Portrait Urbain numéro 3, il y avait mon frère qui était là. Il fait aussi partie de T1 Production, il m'aide sur tout ce qui est technique, lumière, installation de lumière, caméra pour que j'ai un peu plus de temps avec les artistes. Et il filme aussi tout ce qui est backstage, donc il est très très utile pour nous. Et ben voilà, salut bonjour. à tous. Bienvenue dans Portrait Urbain numéro 4, donc 4e épisode. Très content de pouvoir te présenter à ma communauté, évidemment. Il y a voilà, ça commence. Bon, c'est pas grave, c'est drôle. Donc du coup, on va un peu survoler ta vie, parce qu'il faut savoir que 30 ans de carrière, c'est quand même énorme. Ouais, et toujours là. Et toujours là, oui. Et toujours là, et toujours bien présent sur la scène belge. Exactement. Et même pas que belge d'ailleurs. Donc du coup, un petit peu au niveau de tes débuts, comment a débuté ta carrière dans la musique électronique? Quel a été ton premier contact avec ce genre de musique? Au fait, ça remonte vraiment à très loin parce qu'on est issu d'une famille de musiciens. Donc la musique, c'est déjà depuis là, j'ai eu ma batterie à 8 ans, je crois. Donc je jouais déjà des percussions à cette époque-là. Et mon parrain, qui était déjà artiste, avait déjà un studio d'enregistrement du côté de Liège. Et je traînais souvent dedans aussi. Et à l'âge de 10 ans déjà, 10 ou 12, il faudra que je regarde exactement, mais je suis déjà monté sur scène avec lui au Chirou. Je faisais les batteries électroniques, donc c'était des tomes un peu électroniques à l'époque et j'avais déjà fait ça. Donc j'avais déjà eu un premier contact quand j'étais un peu, même un peu avant, je crois que j'ai déjà été jouer de la batterie dans des homes de gens plus âgés avec un accordéoniste là. Et je faisais déjà la batterie et tout ça devant un petit public et tout. Donc je crois que j'avais déjà ça qui était déjà là et j'avais envie de faire de la scène et tout. Donc j'avais cette envie derrière qui était là, naturelle on va dire. Et puis après la New Beat est arrivée après fin 80, début 90. Là, j'ai commencé à m'intéresser de près à ça. Il y avait des discothèques près de chez moi. Il y avait le Moulin de Solier, je crois. Et alors, c'était, il y avait... à l'époque, Palace Club Non, c'était plus du côté de par chez moi. Il y avait des petits clubs, Moulin de Quevray, voilà, c'était ça. Oui, et il y avait des groupes New Beat qui venaient, Confettis et tout ça, à Mésia, là. Et j'avais été les voir et j'avais été surpris de voir un peu cette musique. La vague New Beat m'a impressionné, exactement. Et puis, quand j'ai eu l'âge de pouvoir conduire, je me suis rué vers la première discothèque que je pouvais aller, c'était le Boccaccio. Et là, j'ai été conquis. Le light, la musique, j'ai adoré ça et puis j'ai pu décrocher depuis, quoi. Et niveau passer vraiment derrière les platines ou en production, tout ça? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un peu après, il est clair que voyant les DJ-jockeys, tout ça, ça m'intéressait, donc je me suis un petit peu intéressé à ça. Il y avait un magasin de vinyle. Tu as eu un magasin de disques, non? Oui, mais justement, il y avait le magasin de disques où je me fournissais à Andenne. Et par après, en 97, je l'ai repris moi-même, parce que le gars prenait une nouvelle direction et alors j'étais passionné et j'ai repris le magasin. De fait, en ayant un magasin aussi, j'ai acheté des disques, j'ai commencé à proposer mes services aussi dans certaines sonos, etc. de la région. Et à l'époque, il fonctionnait comme ça, ils nous payaient nos disques et on allait les jouer parce que la techno, ils n'y croyaient pas trop. Alors ils disaient, cette musique-là, c'est une mode, dans un an c'est fini. Donc on nous payait les vinyles, on jouait 1 heure, on distillait un peu ça dans les soirées et puis ils étaient contents. Et on s'est fait un petit peu notre bagage avec ça. Mais il est vrai que ça a démarré comme ça, des petites soirées dans des petits cafés, des petits trucs. Moi, je ne suis pas passé par la case mariage et tout ça, comme certains DJ-jockeys. Oui, il y en a beaucoup qui commencent par ça. Jamais, moi. J'ai directement été dans la musique électronique. Je jouais les bonsaïs déjà à l'époque, donc je suis resté fidèle à ce label-là, où je travaille maintenant d'ailleurs. Mais et c'est comme ça que ça a commencé, tout doucement. Et tu es toujours dans la musique électronique à l'heure d'aujourd'hui? Et je suis toujours dans la musique électronique à l'heure d'aujourd'hui. Donc, comme tu disais, les débuts, c'est vraiment le magasin de disques. J'avais ouvert un studio derrière où je bidouillais un petit peu. C'est ça. Et alors, j'avais naturellement tous les DJ-jockeys qui venaient le jeudi chez moi. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de studios, hein? Non, il n'y avait pas beaucoup parce que ça coûtait quand même cher. Maintenant, on fait tout avec un ordi, mais à l'époque, il fallait vraiment acheter des tables. Donc, je vais acheter un peu des trucs d'occasion, etc. Et alors tous les DJ-jockeys venaient se fournir chez moi, donc il y avait des sonos locales, Boomsco, machin truc, où il y avait le Métropolis, il y avait Arnaud,
qui venaient aussi, tout ça, alors on leur donnait des démos, et puis alors une fois, ils trouvaient ça bien, et puis ils disaient, ben, écoute, je joue ton disque, viens une fois mixer. Et c'est comme ça que ça a commencé, quand des petits échanges et tout. Et puis, génial. Tu étais à la source avec ton magasin devant, le studio exactement, voilà. Et donc alors aujourd'hui, tu te considères plus DJ producteur, artiste Oui, général, oui, DJ producteur, oui, parce que j'aime bien avoir des étiquettes. Moi, je me suis toujours dit, voilà, je fabrique ma musique, je la distribue aux gens, oui, c'est ça. DJ producteur, si on veut, oui, c'est vrai. Oui, t'as fait de beauté, on peut dire producteur quand même. Oui, je crois que je suis à plus de 200 titres sortis. Il y en a beaucoup qui doivent connaître d'ailleurs, tes titres. Bon, on en parlera plus tard. Il y en a quelques-uns. Un en particulier que je pense qu'il est connu de tout le monde. Enfin, beaucoup d'autres aussi, mais bon, un peu plus niche peut-être. Plus que les autres. Et est-ce que tu penses à une évolution de ton style ou alors t'es parti de la new beat et puis ici bon t'es dans le hard style, jump style, hard électro quoi. Comment est-ce que tu considères Au fait tu dis le nom qu'il faut, hard. C'est ça. Moi toute ma carrière j'ai toujours respecté ça. Le hard. J'aime ça. Sauf que ça peut être de la hard trance, ça peut être de la hard techno, ça peut être du hardcore. D'ailleurs, je suis revenu au hardcore ici récemment. Donc, dans toute musique, dans tout, même dans la house ou dans la trance, comme je te disais, il y a les mouvements plus calmes et à chaque fois le plus hard dans chaque style. Et moi, j'aime bien de tout. Je ne joue pas que du jump ou que ça, je suis assez polyvalent. Tout ce qui est hard dans chaque catégorie tout ce qui remue bien dans chaque catégorie, j'aime bien, j'apprécie et j'ai jamais peur d'aller chercher quelque chose. Tu joues ta musique, ça c'est sûr. J'aime bien que ça bouge. Voilà. Furax, je crois qu'on l'associe à ça. Voilà, il faut pas m'appeler pour faire un warm-up ou pour certains DJs adorent faire ça, tu sais, amener les gens, aller en douceur, c'est même agréable, tout ça. C'est pas jouer une house un peu calme. Oui, mais ça peut être chouette dans des restos, dans des trucs un peu pointus, des trucs vides, machin. Il y a des gens qui aiment bien ça, tout ça. C'est pas mon truc, moi. Moi, il faut que ça pète. Voilà. Mais tant mieux. Et ça se voit d'ailleurs dans tes sets. Quand j'ai un peu pu regarder tout ce que je trouvais sur le net. Bah, tu restes fidèle, ça tape tout le long quoi. Donc, voilà, c'est vraiment bien, tu restes fidèle à ton style et ça c'est, je pense que c'est une preuve de maturité aussi parce que il y en a beaucoup qui commencent avec un style et qui essayent de suivre les trends. Mais en fait, ce qui se passe, oui, mais au fait, c'est comme on disait, il y a des disques jockeys qui sont là juste par profit, pour être opportunistes, pour être connus, pour pouvoir avant la musique. Avant la musique. Ça, et en fait, si leur demain c'est la mode du R&B, ces gars-là, ils vont jouer du R&B. Après, ce sera plus ça, ils vont jouer de la house. Et puis, ce sera plus ça, ils vont se mettre au jump. Et puis, ce sera plus ça. Et en fait, ils n'auront jamais une identité. Moi, en Furax, entre guillemets, c'est devenu. Il y a un truc qui m'avait marqué à l'époque au métro, Arnaud, le DJ résident là-bas, il venait acheter des disques et il marquait sur les disques le style que c'était en soirée. On avait des vinyles plus faciles à trier et il mettait style Furax. Ça m'avait vraiment marqué parce que j'étais devenu quelqu'un qui avait un style, donc il savait bien que ça c'était mon style. Et c'est fou de pouvoir arriver, comme on dit un chanteur qui a une identité vocale par exemple. Tu fermes les yeux, tu sais bien, ça c'est Bruel, c'est un truc. Et ben là, il y a des gens, ils disent on arrive en soirée, on sait pas à quelle heure tu joues, on sait que c'est toi qui joues. On sait que c'est toi qui joues, les enchaînements, les bazars. Et j'ai réussi, entre guillemets, sans vouloir travailler ça, c'est venu toujours naturellement, on sait quand c'est moi. Je pense que si j'arrive à un festival, je saurais distinguer quand tu joues. Quand sûrement. Ouais. Je joue des trucs que personne ne joue aussi, j'essaye. Et puis je fais des édits de beaucoup de trucs que les autres n'ont pas non plus. Et puis je crois que je suis arrivé à savoir je les amène. Je suis pas un grand technicien. Je me suis jamais, tu sais, tout un moment il y avait tous ces DJs qui voulaient, c'était pointu, on n'entendait pas les mix. Ils se racontaient à essayer de faire le plus beau truc et respect à tout ça. Mais ils se concentraient tellement sur le fait de pouvoir pas rater ici que pour finir, ils ne relevaient jamais la tête pendant 5 minutes pour regarder le public. Et moi, je préfère à la rigueur rater un mixage. Ça m'arrive encore toutes les semaines. Pourtant, des soirées, j'en ai fait des milliers. Et je préfère que les gens gueulent ou n'importe quoi que d'essayer d'aller impressionner les 5 copains qui sont derrière parce que j'ai fait un mix parfait. Je m'en fous complètement de ça. Bon, ton but, c'est de vivre avec le public. C'est justement de faire une soirée exceptionnelle. Et partager. S'amuser et partager. Ça, c'est le partage très important. Surtout dans la musique.
D'ailleurs, en parlant de musique, parlons quand même de ton titre que tout le monde connaît, Bigorgus. Tout à fait. Comment est-il né et qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta carrière? Je sais qu'il y a eu 2 versions. Oui, c'est ça. Au fait, on va la faire courte. Oui, pour ceux qui la veulent voir plus long, il y a un reportage de 50 minutes qui ne parle que de Bigorgus, donc voilà. Je vous invite à aller le voir, je mettrai le lien en description. Ouais, voilà, non, et c'est mieux, sinon alors, on n'en finit pas. C'est ça. Mais en fait, c'est un titre qui est, comme toujours, en fait, quand il y a un hit, comme on dit, on en fait peut-être qu'une fois dans sa carrière. Moi, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs morceaux qui ont fonctionné, mais celui-là en particulier, et 20 ans plus tard, il a 20 ans maintenant cette année, donc il fonctionne encore très bien. C'était d'une idée, en revenant d'une soirée, j'ai entendu un truc à la radio, un truc des années 70, avec un orgue, je trouvais ça sympa, et je l'ai mis un peu en musique. J'ai essayé de le vendre. D'abord, c'était une version plus trance, parce que c'était la mode de la trance, donc je n'allais pas arriver avec un truc bam bam bam, alors que c'était pas ça qui se vendait. Je m'étais mis un peu à la page aussi, parce qu'il faut aussi respecter un peu le style. C'était en quelle année ça? 97. Okay. 97, 98. Et alors, ils l'ont sorti vraiment comme ça a fonctionné sans plus. Et puis en 2003, alors je me suis remixé moi-même, parce que ce style plus jump commençait à émerger, et j'ai senti le bon moment. Je me dis, je vais le refaire. Je l'avais sorti sur un nom différent, sur Red Shark. Okay. Et puis j'ai associé Furax à Red Shark. Je me suis dit, je vais me remixer moi-même. Et j'ai fait le Bigorgus que tout le monde connaît aujourd'hui. Et là, ça a été une méga hit. Il était sur des centaines de copies, ça a explosé. Red Shark, parce que Red Shark, c'était mon pseudo trance. Parce qu'à l'époque, en Furax, je commençais déjà à faire un peu des trucs plus durs. Alors les gens, quand ils achetaient, on mettait pas nos visages sur les trucs, ils associaient. Ça c'est un Furax, je ne vais pas acheter. Red Shark, je savais pas ce que c'était. Même si c'était moi qui étais derrière, c'était plus trance. Sinon, j'avais mis un Furax, il n'aurait pas compris, le public n'aurait pas compris. C'était juste pour ça. Et puis il a fait ce bonhomme de chemin, comme je te dis, il a 20 ans maintenant. Il y a eu des multiples remixes, Dimitri Vegas, Like Mike, ont remixé avec Bass Jaster sur leur label Smash the House il y a quelques années. Ça a bien décollé à l'international aussi, avec une version plus Big Room, DM, tu vois, un peu comme ça. Tomo, c'était tout bon. Ça a été des millions de streaming et tout, donc on a été très contents. Et ici, dernièrement, on a lancé une vague de remix et Marc Hutteke a fait un remix qui nous a vraiment surpris et on s'est dit, waouh, c'est un peu dommage de le laisser comme ça. En simple remix, Marc Hutteke qui a une grosse notoriété aussi, qui est un artiste qui a aussi pas mal d'années de carrière et tout. Je me suis dit tiens, on s'est rencontrés, enfin on se connaît bien, mais on en a discuté une fois. Vous avez sûrement joué ensemble plusieurs fois. Oui, on joue presque tous les week-ends ensemble. On se connaît depuis des années. Et en sortant d'une soirée, on était dans sa voiture, on a écouté, on s'est dit ouais, on va pas le laisser comme ça. Mais moi, je voulais changer certains trucs. L'idée, lui aussi, machin. Je dis écoute, va dans le studio, fais ton truc. Je te fais 100% confiance. Et il a eu des idées, il s'est senti. Quand je lui ai laissé vraiment carte blanche pour le faire, il m'a fait un truc incroyable. Moi, j'ai envoyé matière à travailler de mon studio pour qu'il puisse le faire. Et il a fait un truc, mais du tonnerre, avec une voix de fille qui rappe dedans et tout ça. Ouais, vraiment un truc commercial. Donc on peut s'attendre à une exclue bientôt. Ouais, c'est clair. Il a gardé l'esprit de l'original, mais il a remis tout ce qui est des kicks modernes et tout. Ça finit un peu en apothéose. Enfin, franchement, c'est un bon produit. Et il est signé chez Banzai, donc classique. Ça va le faire. Ça va le faire. Franchement, il sort au mois de janvier. Ben voilà, donc Portrait Urbain sortira mi-décembre. Donc ici, vous allez avoir la petite exclusivité de savoir que Bigorgus va être remasterisé et remixé. Et ça va être une collab, c'est même pas un remix, ce sera Marc Hutteke versus Furax. Voilà, ça va être top, franchement. Avec 2 beaux noms, Furax et Marc Hutteke qui est aussi connu. Génial. Et alors, donc du coup, première sortie 97-98 plus trance. Et alors, en 2003, la sortie de Bigorgus qui commence à exploser et qui aujourd'hui, cette année, a 20 ans et est toujours là et va être remixé et repris avec Marc Hutteke. Au niveau de tes inspirations à l'époque et peut-être même maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a inspiré, un groupe ou un DJ Au fait, comme je te disais, les premiers rapports que j'ai eu avec la musique électronique, c'était les lives de Amnesia, c'était les trucs New Beat qui venaient dans les clubs, c'était du playback, etc. Mais musicalement, ça m'avait interpellé. Et puis il y avait une émission sur Radio 21 où il y avait de la New Beat le jeudi soir, un truc comme ça. Alors j'écoutais ça à la radio. Et c'était tout ce qui était des clubs du Boccaccio, etc. Donc ça m'intéressait fortement. Disons qu'il n'y a pas vraiment de groupe parce que tu sais, c'est pas comme
C'est pas comme un chanteur, on pourrait dire ouais j'aimais bien Madonna, j'aimais bien c'est ça, des choses comme ça. C'était plutôt plus un mouvement parce qu'on savait même pas qui se cachait derrière les disques. Des fois on achetait un disque, c'était un rond blanc, vert, bleu ou un bonhomme assis dessus, on savait pas c'était quoi. Mais le mouvement de la musique, cette vague-là m'intéressait. Il y avait pas un truc en particulier que j'aimais bien. Oui, il y avait un label comme je disais Banzai que j'aimais bien parce que ça me touchait plus parce que c'est déjà qui est toujours là aujourd'hui du coup aussi. Oui, et d'ailleurs j'y travaille. Donc c'est dingue 30 ans après. Enfin, c'est vraiment fou ce qui est dans la vie des fois comme des fois. Des choses se mettent. Et ce label-là, j'aimais bien parce qu'il y avait cette belle énergie, ça cognait. Et c'était ce que j'aimais bien. Donc c'était un petit peu le label que je suivais. Et il y avait Yves de Ruyter qui était un DJ que j'adorais aussi, que j'ai suivi beaucoup au Cherry Moon et puis tous les autres, Gauss, Frankie Clouk, Fly. Tu étais bien entouré, je pense. Oui, toute l'équipe de Banzai, je les ai toujours bien appréciés. Mais il y avait tout aussi un côté à l'illusion que j'aimais bien aussi. Il y avait un autre club qui était complètement trance et ça m'attirait aussi parce qu'il y avait une trance mélodieuse. T'allais un peu chercher des aspirations. J'allais chercher un peu partout. Voilà. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et aujourd'hui, si tu avais peut-être un nom à citer de quelqu'un, soit qui t'inspire ou quelqu'un qui te ressemble ou. Non, t'as pas spécialement. Qui me ressemble, je pense. Non, il n'y a pas de Furax. C'est ce que j'allais dire. Mais je veux dire, tu sais, à l'inverse, il y a des gens qui ont un petit peu pris un peu le pas sur Furax et tout ça, qui jouent un peu mon style et tout ça. Et j'en suis fier, je suis très content qu'il y a des gens qui me prennent un peu en exemple et tout. Mais nous, de notre époque, encore une fois, oui, comme je te dis, oui, Yves de Ruyter, parce que c'est vrai que c'était le DJ de Cherry Moon et c'était la boîte que j'appréciais et j'aimais bien son style d'enchaînement, etc. Il reste quand même un petit peu, oui, on va dire une source d'inspiration. Mais derrière, il y avait surtout la musique. C'est vraiment en particulier cette musique qui m'a vraiment. Oui, t'as pas d'artiste en particulier, c'est vraiment le style musical. Le style musical. C'est la musique qui te berce, quoi. Alors j'adore. Je ne sais pas m'en passer. Bah oui. Ça se voit après 30 ans. Donc au niveau de la scène musicale justement belge à l'époque et actuelle, comment est-ce que tu vois un petit peu l'évolution? Est-ce que ça te plaît ce qui se passe ou est-ce que c'est compliqué? Là on pourrait débattre longtemps. Pendant très longtemps. Il est clair que moi je suis venu d'une époque qu'on ne saurait même pas décrire. Oui, mes parents me le disent. C'est comme si tes parents t'expliquaient les années 60 et que nous on t'explique les années 90. Il y avait un sentiment de liberté, il y avait cette musique qui était un peu, je veux dire, un peu underground, qui était un peu secrète. On faisait un peu partie d'un groupe, on se sentait solidaire là-dedans. Tu sais, moi j'ai passé des week-ends, partir le jeudi, revenir le mardi, presque sans dormir. On écumait les clubs. C'était dingue, on avait des petites bagnoles, on allait de gauche à droite avec juste l'envie d'aller se retrouver sur le dance floor et échanger. C'est sûr qu'il n'y avait pas les réseaux, pas du tout. Même les téléphones, c'était vraiment strict minimum. On devait faire 3 SMS et encore. Donc pour se retrouver, il y avait une solution, c'est sortir chez soi. Et je pense que c'est ça qui nous manque un peu maintenant, c'est qu'on a tout, on a accès à tout. Avec nos oui, il y a des gens, il y a des gens qui ne bougent pas de chez eux. Par exemple, samedi, j'ai fait un live, c'était mon anniv au Captain. J'ai fait un live, il y a des gens, ils sont chez eux, ils n'ont pas nécessairement toujours le choix non plus. Maintenant, sortir, ça coûte cher, l'essence, tout ça, les prix des boîtes, des clubs. Mais bon, il n'y a pas que ça, mais on vient, comme je te disais, d'une époque où c'était les débuts et puis tous les clubs fonctionnaient. Il y en avait pour tous les goûts. Tu pouvais aller au Cherry Moon, tu pouvais aller à la Goa où c'était plus techno français méchant. Tu pouvais aller à l'Illusion où je te disais où c'était de la trance. Il y avait la Roca, c'était de la house, c'était magnifique aussi la Roca. Il y avait le Real aussi où j'ai passé de bons moments aussi, il faut quand même le dire, c'était un club de fou. Mais voilà, et alors. Maintenant, je ne sais pas si on peut vraiment dire des boîtes de nuit qui fonctionnent. Il y en a, on les compte sur les doigts d'une main. Parce qu'il n'y a plus de club maintenant, voilà. Ça reviendra peut-être un jour, mais maintenant on est plus tourné vers les festivals. C'est ça. Je pense qu'on est dans cette époque-là maintenant, c'est ça. Si je pouvais dire vraiment la différence, c'est qu'on a connu les clubs où il y avait des DJs qui racontaient des histoires toute la nuit. Avec chaque club avait son style. C'est ça. Et maintenant, tu vas te retrouver dans un festival où tu vas avoir Romeo Elvis qui va venir chanter, et puis après, il y a Furax après, par exemple. C'est des trucs de fou. Et tu te demandes un peu comment ils font la programmation. Voilà, tout est mélangé, ou alors il y a encore des scènes où il y a que de la rétro, des machins, mais il n'y a plus de club en particulier, à part le Versus qui est encore un petit peu dans son style et qui résiste, même si je crois que c'est pas évident tous les jours. Sinon, ils ont plusieurs ambiances. Oui, voilà. Et comme tu dis, des fois c'est R&B, des fois c'est machin. Donc il n'y a plus vraiment un club avec une identité propre. Oui, en Allemagne, il y a encore un peu, il y a encore quelques petits clubs qui résistent et tout, mais sinon, tout le monde doit se faire à la page. Je pense que c'est ça qui manque.
Donc tu disais, à l'époque, on avait vraiment l'identité, les clubs avec chaque style. Et maintenant c'est mélangé et presque plus de clubs. Donc. Tout est mélangé, beaucoup de festivals. Exactement. Beaucoup de choses qui se passent en ligne aussi, beaucoup de live, beaucoup du streaming, tout ça. Ouais. C'est la nouvelle génération, il faut le respecter. C'est la musique sans contact, mais ça me plaît pas. C'est un peu moins drôle. Alors, est-ce que tu as des moments mémorables à nous raconter, un ou deux, parce que je suis sûr que tu as 14 vies, donc à mon avis, tu pourrais nous raconter énormément de choses. Bah, j'ai des, oui, mais est-ce que tu as un ou deux moments qui t'ont vraiment marqué, qui t'ont rendu heureux et qui maintenant te font plaisir de raconter? Bah, écoute, comme je t'ai dit, je ne sais pas combien de milliers de soirées j'ai fait, et d'en avoir beaucoup en 30 ans. J'ai souvenir de petites soirées avec peu de monde et une ambiance phénoménale. Comme je disais, le Real, par exemple, c'est une boîte que j'ai affectionné vraiment fort, parce que là-bas, j'y allais même, en plus de mes bookings normaux, juste pour le plaisir. Parce qu'il y avait un public vraiment particulier qui dès qu'ils entendaient les 2 premières notes du morceau, ça gueulait, tout ça. Et ils venaient pour ça. Voilà, ils venaient pour ça, comme tu dis. Et ça c'est vrai que ça me manque énormément. J'ai ces souvenirs-là, j'ai des souvenirs de plus petites soirées, comme de plus grosses, quand j'étais jeune, où j'ai fait les tournées des Megadance Tour, que j'ai commencé à aller jouer dans des grands balles, comme Jeudine, des bazars comme ça. Étant jeune, c'était incroyable. Et puis, tu sais, tout le monde s'imagine toujours, les gens vont dire, ouais, Tomorrowland, etc. Et il faut savoir que, pas spécialement ceux qui sans préhension, je suis retourné travailler à Tomorrowland en 2014 ou 2015, je ne sais plus. Mais avant ça, j'avais déjà fait des gros trucs comme Defcon, j'avais déjà fait les Decibels, j'avais fait les Climax, j'avais fait les Mysteryland et tout ça. Donc j'avais déjà connu plus jeune les énormes scènes, etc. Et j'étais très content de revenir, mais les premiers souvenirs, ils étaient là-bas. La première fois que j'étais à Mysteryland, je me souviendrai toujours, on m'a emmené avec une petite voiturette de golf à la Seine, sur Q-Dance. C'était Q-Dance, il faut savoir que c'est quand même énorme, c'est énorme. Mais je ne savais pas vraiment où je tombais, et je n'ai pas vu la scène avant de mixer. Ah oui, donc on m'a amené dans un ascenseur, on m'a fait monter dans un ascenseur, et alors derrière la main stage. Derrière la main stage, et jouer main stage dans une fosse comme ça. Et il y a le manager qui dit voilà, tu montes là, et il y a un régisseur qui va te dire c'est à toi, il va y avoir une intro avec ton nom et tout ça, et puis tu joues ton premier disque, on joue en vinyle, imagine-toi. Okay. Et moi je suis arrivé là-bas, et il y avait un rideau, donc j'ai installé mes trucs, et puis ça s'est ouvert. L'image, elle est encore maintenant. Et tu imagines, tu joues à Mysteryland sur la main stage, David Guetta et tout ça, ils jouaient dans une petite tonnelle plus bas. Ouais, c'est fou, mais ça c'était en 2004, 2005, 2006, juste après la sortie. Oui, voilà. Et maintenant c'est le contraire, lui, le main stage, enfin c'est dingue. C'était un peu ce style-là qui était moins représenté, et le hardstyle, le jump était à son apogée, donc on jouait sur les grandes scènes. Comme tu vois, comme des fois la vie fait que j'ai kiffé à mort. Et ça c'est vraiment un grand souvenir. Un deuxième grand souvenir plus récent, on va dire, c'est Tomo. Et la première fois que je suis retourné T'as joué quoi l'année passée? T'as joué sur la scène Dragon là? Ouais, Dragon, pour Banzai. Pour Banzai, pour moi, c'est une superbe scène. Elle est magnifique. Mais la toute première année que j'y suis retourné, j'ai un bon souvenir. J'ai ce souvenir-là, un souvenir de la scène précédente. Je jouais pour Love 90, c'est une grosse organisation flamande, et je jouais sur la scène où on monte sur le pont à Tomorrowland sur la gauche, près d'où on va manger, etc. Il y a une petite scène là, assez sympa. On monte sur un pont pour aller rejoindre le gros chapiteau. Il y a une petite scène sur la gauche, près de l'étang. Et au départ, ça devait être cosy, une petite scène. Juste après, t'as la cave, c'est ça? Oui, voilà, exactement. Et les vidéos sont d'ailleurs sur le net. C'était incroyable. Je commence à me préparer pour les jouer une demi-heure avant, et je vois la scène qui commence à se remplir. Et l'organisateur, il y a à chaque fois un régisseur sur chaque scène. Il commence à dire, il commence à avoir beaucoup de monde, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, à un moment, là, avant que je ne joue, la scène bloquée, trop de monde, parce que si ça a déjà été Tomo, il y a le chemin où les gens marchent, et ils marchent sur le côté pour aller dans les restos. Et à un moment, ils ont dû mettre des barrières pour tout caler. Et c'était noir de monde partout, parce que c'était la première année que Furax venait à Tomorrowland. Et ils ont vraiment senti qu'il y avait quelque chose. Ça a été incroyable quand je suis monté sur scène, que j'ai vu ça. Il y avait du monde à ne plus représenter la Belgique là. C'était la folie. Et alors après, j'ai signé chaque année naturellement. Bah évidemment. Et alors l'année passée, la belle anecdote, c'est que il y a eu une confusion avec la scène l'année d'avant, pas l'année passée, l'année d'avant. Et j'ai été annoncé, tout était prêt pour moi, pour Furax et tout. Et puis quand l'affiche sort de Tomorrowland, je ne suis pas dessus. Alors on est un peu en panique, on était plusieurs artistes à ne pas être dessus.
Et en fait, entre-temps, avec le Covid, la scène qui était prévue où nous étions dessus a sauté parce que je pense ils ont fait faillite ou ils ont arrêté, je sais pas quoi. Et ils nous ont pas prévenus, ils ont mis quelqu'un d'autre, c'est tout le monde là, ils s'en foutent. Hein, c'est business. Ils ont mis quelqu'un d'autre et nous, on n'était pas dessus. Un peu triste, naturellement. Je me suis dit, bah, tant pis, ça fait mal quand même. Surtout que tu as vu ta tête dessus, tout ça, et puis tu vas pas. Et donc, quoi, il faut toujours croire en soi. Ils m'ont dit, ben, on va quand même te donner, donc un gars de chez Banzai, grec, super cool, il me dit, écoute, je vais quand même te donner un accès avec moi parce que au moins tu viendras, tu monteras quand même sur scène avec nous. Le fait que jouer Bicorgus, ça te remettra du baume au cœur, ça fait plaisir. Je dis, ouais, ça, sans souci, grand merci. C'est gentil. Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui partageraient, on va dire, ça. Et on ouvre la partie pour aller faire la fête, quoi, en client. Et sur la route, on me téléphone, on me dit, t'es où? Ben, je dis, ben, j'arrive, je me gare, j'arrive. Ben, ne rentre pas dans Tomorrowland, viens au bureau. Ah bon? J'arrive au bureau. Ils me disent, allez, c'est qui avec toi? On te met des bracelets, t'as tes clés USB avec, t'as ton casque, t'as tout. Évidemment. Ben oui, je les ai pris. Ne se balade pas sans ses clés USB. Et en plus, j'avais fait demi-tour, j'avais été les rechercher, je sentais qu'il fallait que je le prenne. Il me dit, ben voilà, tu remplaces un artiste qui est malade, qui a le Covid. Il a été positif à l'arrivée, il ne sait pas jouer, tu le remplaces. Et c'était sur quelle scène? Tomorrowland, sur la scène Dragon. Ah ouais, ok. Tu joues à 18h, ça va pour toi? Écoute, ce sera même 19h. Allons-y. Allons-y. Et alors, on a été dans les bureaux à Tomo, ils ont vite mis mon nom, ils ont annoncé tout sur le site en urgence, ils ont mis Furax sur tous les écrans et tout, et boum! Blindé. Alors là, je suis arrivé en mode 5000 volts. Hein. Seigneur. J'ai tout démonté. Ah ouais, tu m'étonnes. Je me suis dit, c'est magnifique. Je devais pas y aller, j'y vais, quel beau cadeau. La semaine d'après, le gars est encore malade. Tu reviens? On y retourne. Et c'est comme ça que l'année d'avant, j'ai été 2 fois. Quoi. Et est-ce que c'était l'année passée? C'était la fois où il y avait 3 week-ends. Et t'as pas fait 2 week-ends cette année? T'as pas joué 2 fois? Non, j'ai joué qu'une fois, je crois, l'année passée. J'ai été une deuxième fois où j'ai fait une apparition, mais j'étais pas officiellement là. Ok. Bon, voilà, maintenant ça devient. Oui. Maintenant t'as tes accès. Donc une fois que t'es dedans et que entre guillemets tu ramènes du monde. Et oui, et puis que je fais bien mon travail, que j'essaie de rester énergique. Parce qu'il faut quand même se dire aussi que Tomorrowland, ils ont quand même envers des jockeys de qualité qui se démontrent. Si le gars il vient là-bas faire son set avec sa tête comme ça et qu'il dit vite je rentre chez moi, ça vaut pas la peine. Il y a quand même des gens qui payent leur place avec des prix quand même importants, qui viennent du monde entier, ils ont quand même envie d'avoir un beau spectacle. Quoi. Ça c'est sûr et certain. Et bon, bah, du coup, moment mémorable, tu as eu tes moments dans les petites boîtes où tu as passé des soirées extraordinaires. Tu as eu la climax, non, c'était quoi Mysteryland. Le Mysteryland sur une des plus grosses scènes et tu t'attendais pas du tout à ça. Incroyable. Tomorrowland, c'est vrai que je comprends que ce soit marquant parce que nous, avec mon frère qui est juste là derrière la caméra, on le vit presque chaque année, on essaie d'avoir des places et on le vit en tant que client, spectateur. Derrière, c'est génial. Alors être derrière les platines. Pour moi, c'est un de mes rêves. Je pense qu'un jour, j'y arriverai à suivre des artistes parce que c'est ce que j'aime le plus. Ça se voit, c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est d'arriver à être sur des scènes comme ça et pouvoir leur sortir. On te met un cachet où tu peux avoir accès pour filmer là. Ça c'est beau, hein, ça. Presque passe là. Ouais, ben c'est le seul truc où tu peux aller sur la scène pour filmer des artistes. L'année passée, c'est un copain, c'est Mathieu qui a fait pour moi. Très bien. Qui a pu avoir cet autocollant magique. Et il m'a fait des lives, etc. aussi. Mais c'est vrai que c'est amusant. De pouvoir le faire, donc je pense que c'est ça viendra le but. Oui, mais j'y crois. Est-ce que tu as eu des collaborations musicales qui t'ont marqué? Quelqu'un avec qui tu as collaboré, qui t'a marqué ou... Ben non, pas vraiment. J'ai pas fait vraiment de collab. Oui, ici avec Marc récemment, je veux dire, c'est marquant parce que c'est vrai qu'on sent qu'il y a une puissance. Mais sinon, j'ai travaillé souvent seul. Oui, j'ai fait des duos avec Vincent, des VL et tout ça. C'était mon vieux comparte, mais lui s'est retiré maintenant du milieu de la musique. Il est plus en famille, etc. Ben, il est toujours passionné, hein, je le sais, et il y reviendra de toute façon toujours bien. À un moment, on y revient toujours quand on est passionné. C'est sûr. Mais il est vrai que c'est un peu... j'ai souvent travaillé seul, quoi. Ouais, c'est vrai que j'ai pas vu beaucoup de titres en featuring, c'est pour ça que je te posais la question. Est-ce que tu vois comment les plateformes de streaming maintenant? Ben, écoute, au départ, on a vu ça d'un mauvais œil parce qu'on s'est dit, voilà, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est qu'on s'est dématérialisé, donc ça coûte beaucoup moins cher. Donc il est vrai qu'avant, on devait faire un vinyle, on devait presser, on devait aller dans des studios, on devait faire des trucs, et puis on les vendait pas, on se les mangeait, quoi. Hein. Là, ici, maintenant, ben, je peux faire un titre demain, en 15 minutes, je le mets sur Spotify, iTunes ou Spotify, il est dessus, et puis voilà. Mais on a
3 centimes. Voilà, quand on fait 1 million de streaming, on est content d'avoir 500 €, quoi. Enfin, tu vois, c'est même pas pour ça, mais je crois que maintenant, elle se diffuse beaucoup plus. Par exemple, moi, j'ai des plateformes et je regarde Croatie, Tokyo. Ouais, tu vois Tokyo. Afrique, dans des pays complètement improbables. Il y a plus de statistiques, quoi. Voilà, et alors, il est plus ouvert. Mais sinon, oui, ça touche plus souvent. Et puis, il y a tellement de sorties qu'on est noyé dedans, donc on a intérêt à sortir parce qu'il y a je sais pas combien de nouveautés. Ouais, il faut se démarquer. Tous les jours, il y a 1000 nouveaux morceaux. Enfin, donc, tu vois, c'est compliqué. Ouais. Mais maintenant, la Sabam et tout ça, j'ai encore eu un courrier il y a pas longtemps, se bat pour essayer qu'on soit un peu mieux payé sur les plateformes comme Spotify, tout ça. Parce que regarde, là, on a une rémunération pas énorme, mais pourtant on fait des millions de streaming et tout ça. Donc, à un moment, il faut un petit peu remettre l'église au milieu du village. On alimente ce marché-là. Donc, voilà. Donc, je pense que dans un avenir proche, oui, on gagnera un peu plus notre vie. Je crois que le secret, c'est faire sa propre structure à nous et vendre directement de notre site à nous. Pas aller dans des maisons de disques, tout ça. Ça sert plus à rien. Non, ça sert plus à rien. Ils te prennent une trop grosse partie du cachet. Alors voilà, c'est ça. Voilà. Comment est-ce que tu fais pour ajuster ta musique par rapport au public de maintenant? Est-ce que tu restes déjà, on sait que tu restes fidèle à ton style, mais est-ce que tu arrives, est-ce que tu passes des trucs un peu connus et que tu essaies d'éditer, de faire des mashups? Par exemple, tu sais, moi je suis un polyvalent, donc je me suis pas enfermé dans des festivals bien spécifiques. Par exemple, je joue pour Banzai, c'est pur rétro, donc là j'ai un set que je sais que je peux aller puiser dedans et ce sera 100% pur rétro. Et puis quand je vais dans des balles de village, ça arrive, ou même des festivals plus festifs et tout ça, ben, j'adapte mon set par rapport aux gens qui sont là. Et de fait, des édits des fois de guitare mixée, des choses comme ça, j'ai pas peur de les jouer. Maintenant, j'ai plus de gêne de me dire je joue ça, je dois faire attention. Je m'adapte un peu au public et des fois je joue plus calme aussi. Quand c'est nécessaire, que je joue des fois à des heures plus tôt, je sais même jouer un peu plus trance ou même des fois un peu techno pour installer les choses. Toujours dans le hard, mais tu arrives à t'adapter. Toujours dans le hard, mais ça peut varier, quoi. Parfait. Ben, je pense que c'est aussi ce qu'il faut faire. Malheureusement, heureusement, on reste quand même pour le public. Exactement. Donc, il faut jouer et puis on m'engage pour ça. Je peux pas arriver dans un bal et puis commencer à jouer du hardcore dans un petit bal de village où il y a des gens avec leurs enfants, des machins, ou que des jeunes. J'essaie de... Mais encore une fois, ils viennent voir Furax, donc ils savent à quoi s'attendre. Oui, mais des fois oui et non. Parce que ça aussi, souvent, ils savent à quoi s'attendre, mais peut-être qu'ils pensent qu'à Bicorgus et ils ne savent pas ce qu'il y a des fois derrière. Alors des fois, ils ont déjà été surpris. J'ai joué assez dur et puis je venais, oh là là, c'est hard, tu sais pas jouer un peu plus commercial. C'est vrai que Bicorgus, c'est un peu entre c'est entre les deux, donc des fois, il faut que je m'adapte et puis naturellement, voilà, c'est comme ça, mais sinon, ça se passe généralement très bien. Ça, je n'en doute pas. Et est-ce que justement, parlant des jeunes, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux artistes qui aspirent à faire carrière dans la musique électronique? On en a un petit peu discuté, tu as dit qu'il fallait rester fidèle. Oui, rester fidèle, mais et ne pas être là pour la fame et pas être là pour la musique avant tout. Voilà. Maintenant, c'est vrai, comme je te dis, la nouvelle génération DJ, je n'ai rien contre eux, que du contraire, parce qu'il faudrait bien un jour qu'il faut que ça évolue. Il faudra bien un jour qu'il y ait des gens qui nous remplacent, parce que nous, on va pas encore faire ça des années. Et ça fait des années que je me dis ça. Et qui va venir quand nous, on sera plus là? C'est ça. Nous, on est quelques-uns à se partager le truc. Et moi, je demande pas mieux que les jeunes viennent. Je demanderais pas mieux de voir un gars. On me dit, putain, ce gars-là, c'est lui qui va reprendre la relève de Furax ou d'un Dédiqué ou d'un autre, tu vois. Et en fait, on voit rien émerger, tu vois. Ils veulent tous se calquer sur ce qu'ils voient à Tomorrowland et ils pensent tous qu'ils vont aller faire leur David Guetta là et tout ça. Et à un moment, il faut arrêter ça. Je pense qu'il faut rester fidèle, comme tu dis. Et le problème des jeunes maintenant, c'est qu'ils suivent la mode comme TikTok. Ils ont difficile à se tous les 3 mois, il y en a un qui font des remixes de TikTok parce que c'est la mode. La semaine d'après, maintenant c'est fini ça. Tu sais, il y a 7, faut pas croire, je suis tout, hein, je suis peut-être plus vieux, mais je sais ce qui se passe. Je n'en doute pas. Et tout le monde faisait des remixes des machines TikTok espérant percer, parce qu'il y en a un qui a fait des millions de vues, là, comme Gamma Style, tout le bazar, là, chinois, là, et tous leurs trucs. Et puis un mois après, c'est fini. Là maintenant, t'as leur connerie, les Kwakubé et tous ces machins-là, tu vois. Ils font des remixes de ça, puis maintenant c'est fini, c'est déjà plus Kwakubé, c'est je sais pas quoi. Toute la mode, tous les mois, il y a une nouvelle mode, et alors les mecs, ils essaient de se raccrocher à tout ça pour essayer de percer au mieux qu'ils peuvent. Et moi, je vois plein de jeunes DJ, des fois, qui ont demandé des conseils. J'aurais toujours dit, tu crois que si je jouais ça? Et puis alors après, tu leur donnes des conseils, ils les écoutent pas. Tu les vois, ils jouaient rétro alors qu'ils étaient même pas nés, tu vois. Puis un autre, il va jouer techno parce qu'il voit que Charlotte DeWitt, à Millie Lenz, elle commence à prendre de l'ampleur. Ben oui, mais elles sont là, elles sont en place parce qu'il y a plein de choses derrière, elles ont des équipes et tous ces trucs-là. Donc faut pas comparer, c'est pas comparable. Il y en a plein qui s'est d'identité. Tu vois beaucoup de filles aussi qui commencent.
aussi à essayer de faire ça, pas naturellement. Elle voit aussi qu'il y a une petite scène des filles qui commencent à émerger de tous ces trucs-là. Mais malgré tout ça, c'est comme dans le sport, enfin je sais pas, des Ronaldo, il n'y en a qu'un et tout, donc des Messi, des trucs comme ça, oui, et puis derrière il y a des petits clubs provinciaux aussi, donc je veux dire à un moment il faut tout pour faire un monde, mais il ne faut pas se poser les questions, je crois qu'il faut y aller vraiment naturellement, et à un moment si ça se passe, ça se passe, voilà exactement, et puis les professionnels ils ont toujours un regard. Tu vois, alors épater les gars, je sais pas, les programmateurs de petits balles et tout ce machin, c'est bien, mais je crois que derrière il faut toujours faire attention et qu'il y a quand même toujours des gros qui regardent toujours d'un peu plus haut, tu vois. Et moi je peux le dire en étant vraiment professionnel, j'entends un peu ce qui se dit dans les grosses structures, comme on parlait de Rivers, Bassival, des machins comme ça, c'est énorme. Ces gens-là, ils ont toujours un petit regard sur ce qui se passe sur les scènes. Et ils savent repérer quand il y a quelque chose qui émerge, etc. Et aussi, ça dessert aussi, parce que des fois, il y a des gens qui font plein d'erreurs. Il y a des jeunes trucs qui arrivent sur la scène musique électronique et ils font plein de bourdes sans s'en rendre compte. Ça passe très bien dans le milieu semi-professionnel. Dans le milieu professionnel, ça les fait sourire, quoi. Donc, il faut faire toujours un peu attention à ça. Est-ce que tu ne penses pas que cette mode de suivre les trends et les choses qui fonctionnent, elle est arrivée aussi du fait qu'on est un peu noyé dans la facilité d'être DJ. Alors il y a DJ et DJ, hein, on est d'accord. On achète facilement un petit contrôleur à 400 balles pour commencer à mixer et on télécharge vite FL Studio ou Ableton pour commencer à faire des trucs. Il faut bien démarrer aussi. Attention, je ne suis pas en train de descendre en flèche ma génération, mais je dis il faut faire attention. Compris, bien sûr. Moi, je rencontre beaucoup de jeunes. Tu vois bien la différence entre le gars qui est super passionné, qui va s'intéresser aux anciens, qui écoute des trucs, qui a des références, et le gars, comme tu dis, qui a eu un peu la petite opportunité d'acheter un petit truc qui fait du moitié bien fait, qui a un peu des contacts chez les copains, machin, et qui essaie un petit peu de se placer. De toute façon, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Donc, c'est exactement la même chose dans la musique. Donc, à un moment, le gars qui reste dans sa passion, à un moment, on va reconnaître son travail. Et à un moment, comme je dis, le professionnel va venir dire, voilà, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Quand j'étais jeune, j'ai sans doute fait plein d'erreurs dans ma carrière et j'en ferai sans doute encore. Mais un jour, le Chéri Moon m'a contacté, m'a dit, j'avais 30 ans, donc j'avais quand même déjà pas mal d'années de carrière, entre guillemets, ils m'ont dit, maintenant, tu viens mixer au Chéri Moon. Pour moi, c'était magnifique pour moi. Mais j'étais mûr à 30 ans que je ne l'étais pas à 20 ou 25, tu vois. Il a fallu le temps, il a fallu une dizaine d'années avant qu'on me prenne au sérieux. Maintenant, eux, ils voudraient, après un an, Deadman Stage, Château-Borland, à un moment, il faut arrêter. Ouais, non. Mais donc, du coup, conseil aux artistes, rester fidèle à son style et être vrai surtout. Moi, je crois que c'est ce que toujours j'ai été. J'ai été vrai, j'ai pas triché, quoi. Mais ça se voit. La première fois qu'on s'est rencontrés, je t'ai trouvé directement très sympa, pas de prise de tête, très avenant, on a directement pu discuter, tu as été ouvert et tu as été ouvert aussi au concept parce que c'est le 4e épisode. Exactement. Et avoir quelqu'un, même si ça, c'est pas pour te lancer des fleurs, mais quelqu'un comme toi, que je considère énormément dans la musique, pour moi, c'est une chance aussi d'arriver à faire ça. J'espère que ça t'apportera aussi quelque chose. J'espère aussi, mais après voilà, moi c'est par passion aussi. Donc je suis content de pouvoir le vivre et de pouvoir le transmettre. Et voilà. Et alors du coup, dans 10 ans, parce que là, tu as la cinquantaine. 50. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Dans 10 ans, tu te vois où? 10 ans. Ça, c'est ma grande question de la FAD. Déjà, comme je te disais avant l'interview, j'aurais jamais cru que je ferais ça 30 ans. Et des fois, quand j'essaie de réfléchir à une soirée où je disais à ton frère, il y a 20 ans, j'ai l'impression que c'était l'année passée, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est incroyable, on s'est passé vite, c'est dingue. Par contre, dans 10 ans, je t'avoue que pour le moment, en 2024, j'ai décidé de ralentir un tout petit peu. Je ralentis. T'as fait pas mal de dates en 2023. J'ai fait pas mal de dates en 2023. J'ai pas envie de perdre ce fil-là parce que c'est quand même ma passion. Je t'avoue que je serais très triste de ne plus mixer. Je serais malheureux de rester chez moi tous les week-ends. Quoique maintenant, si je peux rester un petit week-end en famille, je le fais. Le vendredi, je prends moins de bookings, sauf vraiment exception. J'essaie d'adapter au mieux pour mes horaires, pour ne pas rentrer trop tard non plus, parce que je suis papa et mon gamin il fait du sport, etc. Donc j'ai envie de continuer à pouvoir profiter de lui à fond. Il est petit, mais il pousse très vite. Donc ça c'est important. Et puis moi aussi pouvoir me retrouver aussi un peu
Le vendredi, on peut peut-être avec des amis, des choses comme ça. Chose que je ne pouvais pas faire avant, je vais toujours partir mixer, machin. Je le vis aussi dans l'Oreca. Voilà, c'est exactement ça. Donc j'ai envie de profiter un petit peu. Et dans 10 ans, je pense que je mixerai toujours, parce que je dis ça, mais je mixerai toujours. Mais je mixerai moins souvent et je serai plus cool, parce que j'aurai déjà 60 piges. Hein. Enfin bon, Carl Cox, il a presque ça, il joue toujours. Donc c'est un bel exemple aussi. Mais voilà, donc dans 10 ans, toujours derrière les platines, mais plus modéré pour pouvoir profiter un peu plus de ta famille, ce qui est compréhensible. Et profiter de moi aussi, parce que, entre guillemets, même si la semaine j'ai un peu plus de temps que tout le monde pour pouvoir un petit peu aménager mon temps, c'est une grande chance par rapport à tous les gens qui travaillent du matin au soir et qui rentrent tard, etc. Je peux comprendre, mais sinon, le plus important, c'est un petit peu de profiter un peu de la vie et de toi-même aussi. Et de moi-même aussi. Voilà. Très important. Mais du coup, c'est en regardant la caméra, l'objectif, où est-ce qu'on peut te retrouver bientôt? Là, on sera je dirais vers le 15 décembre. Oui, là, j'ai une soirée locale. Je crois que je vais au Moulin pour la rétro annuelle de Noël. Donc là, on n'est pas loin de chez nous. On est toujours bien cool. J'ai l'anniversaire de Pat B à Anvers. Ça va être incroyable. C'est le premier contrat que je refais avec Bass Event. Donc les gens qui font Rivers. Et puis à Rivers, on en parlait. Rivers, c'est magnifique. Pour la petite anecdote, j'étais à la première Rivers en tête d'affiche. Et là, 20 ans après, j'y retourne un peu en remember comme ça avec DJ Go, CQIC. 2003, c'était la première Rivers, j'étais en tête d'affiche là. Et là, ils m'ont contacté pour retourner pour les 20 ans. C'est un honneur d'y retourner. J'y retourne avec Ghost et QIC qui sont aussi des légendes flamandes. Incroyable. Ça va être quelque chose de terrible. Et puis naturellement, tu te doutes bien que l'été, je retourne partout dans tous les festivals avec grand bonheur. Tomorrowland, j'espère, parce qu'on ne peut jamais dire. Tu le sais pas déjà? On sait, mais moi je dis toujours, tant que je ne vois pas mon nom sur l'affiche, regarde la petite anecdote que je t'ai dit tout à l'heure, même en voyant ton nom, des fois tu peux encore avoir des surprises. Donc voilà. Mais sinon, merci beaucoup. Bisous. À très vite. Et alors là, du coup, on va partir sur Liège. On va aller voir. Je sais qu'il a grandi, ou du moins il est. Je suis né à Liège. J'habitais Liège. Rue Saint-Gilles même. Au-dessus. Au-dessus de la rue Saint-Gilles. Il a joué, il l'a dit tout à l'heure, une de ses premières scènes avec son papa, c'est ça? Non, le frère de mon papa, mon parrain. Le frère de mon parrain. Les Chirou, au Chirou, donc on va peut-être essayer de rentrer là-bas, on va voir si on peut le faire. Et comme d'habitude, vlog photo, un peu de street photo, on va aller boire un petit vin chaud parce qu'il fait froid. Voilà. Et voilà. Merci Super. beaucoup. Ciao. À tout de suite. Nous voilà du coup cathédrale. La cité ardente, j'ai déjà fait des gadailles aussi. Comme je te dis, je suis pas très marché de Noël, mais j'ai déjà quand même été boire des verres. J'ai quand même été aussi un peu vivre, je bouge quand même. Mais c'est vrai que Liège, c'est quand même ma ville, et puis où je suis né, et puis elle bouge quand même bien. Et puis c'est vrai que je viens de temps en temps faire des emplettes chez les magasins, tout ça. J'aime encore bien, Tu connais Liège? Ça reste. Je connais. Oui, comme je te dis, quand on était petit, on allait aux animaux, tout ça. Ça n'a pas cessé. Et ici, c'est une brasserie atypique, vraiment à l'ancienne. On aime bien. Maintenant, tout le monde se met en terrasse, mais moi, je ne suis pas encore assez courageux pour aller. Mais c'est vrai qu'on aime bien quand c'est un petit peu sympa. Moi, ça me manque fort, ça. Maintenant, sur 10 bookings que je fais, il y en a 9, c'est que des festivals ou des soirées. C'est ça. Et les clubs, il n'y en a presque plus, un peu en Flandre, des cadences et tout ça. D'ailleurs, je vais bientôt y aller. Sur Gand, il y a l'Icône à Anvers aussi, tout ça. Il y a des trucs un peu sympas où il y a encore cet esprit club. Et alors là, je joue complètement différemment. Là, je peux vraiment installer quelque chose, je peux amener les gens sur la piste et machin. Alors qu'en festival, quand je suis booké, j'arrive, Furax, ils savent bien, j'arrive, j'envoie du lourd, on tape. Et un festival, tu es obligé parce que les gens ils n'ont pas la même perception de son dans un festival que dans un club. Dans un club, c'est plus comme si tu dirais comment les gens comprennent bien. C'est un peu comme si tu écoutais chez toi sur une belle chaîne hi-fi la musique dans ton salon bien installé avec un verre. Tu entends bien le détail de toute la musique. En festival, tu entends que boum, 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 boum. Voilà. Alors si tu joues trop calme et que tu joues trop propre, dans un festival, ça ne le fait pas. L'avantage d'un club, c'est que tu peux installer vraiment une ambiance et jouer des trucs plus club, voilà, tout bêtement. Ça me manque. Ça me manque beaucoup. Et c'est vrai que là aujourd'hui, même. J'aime bien cette rue-ci, je l'ai découverte là il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai redécouverte et c'est vrai qu'elle ne sert pas. C'est beau, hein. Ici, mais toi peut-être un peu plus au centre. Et donc voilà, après tu peux si tu as envie, tu n'es pas obligé, mais c'est plus en mode.
Regarde un petit peu les vieux comme Noël, tu veux dire, il y a des bâtiments abandonnés, Et les Chirous, c'est où que tu as joué exactement? Ben, c'était sur la scène, mais je sais pas, il y avait une scène, il y avait une salle, je suppose. Wesh. Écoute, je te dis ça. Ici, quoi. Mais... La bibliothèque? Ben, il y avait une scène de concert, une salle de concert au Chirou. Hein. Mais maintenant, je vais te dire, je sais bien que c'était les Chirous, mais je ne saurais pas te dire si ça existe encore, ça a toujours des scènes. Il faut, oui. Ouais, ça c'est top. Hein. Chez André, les sandwichs jambon, ça c'est terrible, c'est terrible. Ouais, ça à l'ancienne, ouais, c'est top. À mon avis, il est pas mis depuis 16 ans. Ouais, mais à mon avis, mes grands-parents y allaient déjà, donc pour te dire. Au Chirou, il y avait mon parrain qui faisait un concert et je faisais des percussions électroniques. Je pense que je devais avoir 10 ou 12 ans, donc il y a 40 ans, quoi, presque. T'imagines un peu. C'est dingue. Tu vois, centre culturel, les Chirous, hein, vous accueillent toujours. Je sais pas, on va peut-être essayer de rentrer, voir s'il y a une scène et tout ça, on peut demander. Je sonnerai à mon parrain pour lui demander en quelle année c'était. Exactement, non, il me confirme bien, c'est bien les Chirous. Et alors, c'était dans la salle de spectacle du truc des expositions du Chirou, au centre culturel, quoi, hein, c'est ça, hein. Et c'était en quelle année? C'était en quelle année? Ouais, 86, 87, 88, ouais, dans ces années-là. Okay. Eh ben, mon parrain ressort le titre de 87, mais en acoustique pour cette année-ci. Ah ouais, donc voilà. Ben, c'est super. Ce que je fais oui. Pour Food Trucks, là, ici, comme je te disais tout à l'heure, à la fabrique Airstyle, et c'est une bouffée d'oxygène, ça. C'est terrible pour moi de refaire du hardcore comme ça. Je retourne aux origines et je m'éclate comme un gamin. Donc ça, c'est vraiment top, ça. Et puis la fabrique, c'est cool quand même. Ouais, c'est bien underground, bien sale et c'est bon. Ouais. Là, j'y retourne au mois de janvier, je crois. Janvier ou février, je crois. Je sais plus, il faut que je regarde, mais ça arrive. Bah, tu vois, ça, c'est des collègues, mais je suis en refait reportage. Mais ça, c'est un collègue DJ et organisateur. Tu connais DJ Furax? Salut, ça va? Et tu vois, là aussi, j'ai mes habitudes. Je vais chez Duck, là, tu vois, les habits et tout ça, les fringues. J'ai un gars que je connais. J'aime bien aller voir aussi quand il y a des trucs, regarde ici. Tu veux passer par chez Tac? Ouais, on va les voir, Il y a peut-être mon pote qui est là. Ah ben voilà, justement, il est là, regarde. C'est magnifique. Là, j'ai chouette. Ouais, c'est vrai que c'est une maison plus classique, mais il y a des trucs sympas, Ouais, bon, je suis venu aussi, hein, on est... Oui, mais moi j'ai toujours bien aimé aussi, et puis je le connais depuis tellement d'années, ça fait une quinzaine d'années que je le connais. J'ai toujours venu... ouais, c'est une belle maison. Ça reste chouette. Un peu la mode de l'industriel là qui revient. Ouais, c'est vrai. Les délicats, toi, ça je les ai. Celle-là je les ai. Mais c'est pas celle-là parce que celle-là elle valent beaucoup plus cher, mais je les ai en bleu, mais pas en blanc. Mon copain les a en blanc, moi je les ai en bleu. Ouais. Putain, c'est top. T'as le même dans ton compte plus là. Ah ouais, je sais bien ça. Je vais avoir dur de le laisser là. Je te le dis. Je sais bien qu'après si je ne le prends pas, il n'en aura plus. Donc, il est terrible. Il est terrible. Ouais, ça donne pas mal. Hein. Ouais, il est top. Hein. C'est vrai que c'est beau. Et puis c'est un objet, comme tu dis, qui peut être déco. Comme mon fils va jouer avec, ça c'est clair. Hein. Il va jouer avec, c'est certain, mais... Là, tu vois. Celle-là, par exemple. Tu vois? Ah ouais, c'est chouette. Hein. Ah, j'allais dire bonjour à Lulu. Ici, c'est quoi ça? Ah, je vais lui dire bonjour, ouais, non, j'aime bien. En fait, c'est mon ex-femme qui est toujours là. Je vais lui faire un coucou. On rentre dans tous les magasins de la rue de la Casquette. Moi, toute la journée, il me filme et tout ça. Alors, on est rentré dans des endroits, il voulait que j'aille dans les endroits où j'aime bien, quoi, tu vois. Donc, je suis passé, donc je vais aller acheter, tu vois, à côté, tu me connais. Et je ne savais pas ne pas venir te dire bonjour. Ça me fait plaisir. Tout va? Oui, ça va. J'ai des nouvelles, hein. Oui, je sais. Ouais. Ouais, t'as vu cette belle chose. Hein. Ouais. T'as de belles choses. C'est un beau magasin, tu parles. Ouais, tu peux l'acheter à Louis Vuitton au quart du prix. Au 6K Shop. Écoute, je vais dire, j'en ai une en miniature qui est sur mon baf dans mon studio. Et même ça, j'aime bien aussi. Oh, ça, Santa Cruz. Putain, ça, j'adore. Putain, il va falloir encore que je rentre et que j'achète. Ouais, je veux des trucs comme ça. Ben oui, mais non. Alors, tu me disais, il y avait deux couleurs. Ouais. Noir et blanc. En blanc. Ouais, je sais, j'adore. Tu sais, j'avais encore un t-shirt Santa Cruz, mais avec la main, comme sur la planche, là, tu vois. Ah ouais. Et je l'ai donné au petit rien, tout ça. Mais dans les anciennes années, tu te rendais pas compte que ça allait... je connais pas du tout. Ouais, non, c'est terrible. Ça fait un peu de profondeur, tu vois.
vrai que c'est chouette. Hein. Tu vois, tous les bâtiments ici sont super. Je te dis, moi, il y a des années d'ici, ça fait combien d'années que tu es là, 22 ans? Tu sais que j'ai travaillé dans un magasin de disques ici, il y avait un magasin de disques où c'était chez Lulu Store, là. Tu vois, à côté où là, il y a eu un disquaire dans les années 2000. C'est vrai qu'il y a des chouettes trucs, putain, Freddy, tu vois, ça j'adore. Pas Freddy Krueger et tout ça. Ça j'aime bien. Ouais, mon fils, faut que je l'amène ici. Donc du coup, tu as fait un nouvel achat dans un autre commerce. Ouais, tu as acheté un t-shirt. Un t-shirt, voilà. Et la madame a mis des stickers. Eh ben voilà, elle est bien gentille. Et là, mon frérot a pris une casquette. On est rue de la casquette. Si jamais vous voulez, je mettrai le petit lien en description. Ouais. Ouais, tu vas aller dessus, tu verras, et alors comme ça, tu regardes un petit peu. Je sais pas, mais on a eu vraiment de la chance avec le temps. Incroyable, ouais, ça fait c'est génial. Qu'il pleut, et là, il fait beau. Sabot d'Hélène. Ouais, voilà. Grillade, et ben, magnifique. Et le patron super cool. Voilà, et le patron super cool. Donc bah, ici, pour ceux qui ne voient pas, on est dans le carré. Il y a un club d'un de mes potes, je sais plus où il est, le Windsor. Le Windsor. Ah, le Windsor, il est de l'autre côté? Ouais, c'est juste de l'autre côté, ouais. Il est fermé. Ça va pas aussi, ça va pas aussi. Donc dans le carré, c'est là où on vient faire la fête. Et ne me dis pas que c'est fini là, la bijouterie ici. La base. Ah, bah on dirait bien. Ouais, j'aurais même pas te dire. Ouais, vers la chapelle, enfin, si elle existe toujours. La chapelle, non, elle existe probablement plus. Plus, oui, mais je veux dire l'emplacement, yes, j'espère. Ouais. Alors ça, pour l'anecdote, c'était les premières sorties des soirées Bart Simpson le jeudi, cultissime. C'est les premières fois où j'ai vu vraiment les artistes techno comme Zolex, Insider, De Ruyter, Kevin du Balmoral. C'était des soirées un peu particulières, mais vraiment underground à 100% avec une âme. C'était dans les années 90, hein, donc il y avait l'Upside et puis il y avait la chapelle, donc ça doit être quelque part par ici. Ouais. Tu vois? Ouais. Donc à mon avis, l'entrée. Ah bah oui, c'était ça, certain. Ouais, c'est ça. Ouais, juste. Non, parce que ça c'était en contre. C'était à la enfoncée, la porte d'entrée. C'est ça. Ouais. Mais voilà. Mais non, on fait un reportage parce qu'en fait, ici, avant, c'est la chapelle. Oui. Tu vois, et alors, moi je suis un ancien artiste. J'ai fréquenté tous ces lieux-ci dans les années 90. Et alors, on refait une rétrospective sur ma vie et tout ça. Et je reviens à Liège pour un petit peu aller remontrer où j'ai fait ma jeunesse et tout ça. Mais le café n'existait pas. Mais sinon, un artiste liégeois qui se respecte dans la musique électronique, il est clair qu'on est passé tous par là. C'était une soirée Bart Simpson le jeudi et tout ça. Enfin, c'était affolant. Donc, et il y avait le rétroacide, il te donne une pilule. Voilà, nous, on n'était pas là, nous. Ouais, mais moi bien. 25 ans. 27. Voilà. Alors, j'ai essayé de leur expliquer un tout petit peu ça, mais impossible. Ben oui, je leur explique. Le must. Bah ouais, voilà, c'était l'after là. C'est là, on allait au must. Bah ouais, voilà, exactement. Et on sortait sur le boulevard le dimanche à 2h de l'après-midi avec des yeux comme ça. Ah bah voilà, voilà, monsieur a tout résumé, Voilà. Regarde un peu à droite peut-être. Voilà. Ce qu'on peut faire du coup, c'est on va aller on va retourner au resto où on a fait l'interview et on va faire quelques shoots pour après skit si tu as envie. Ouais, ok, on va faire ça. Pour les festivals, tout ça. Ouais, il y a des photos un peu fraîches. Ouais. Enfin, un peu fraîches. Actuelles. Ouais, actuelles. On voulait aller au marché de Noël, mais je vous avoue, dehors, il fait très froid. Ouais. Et de deux, il a tellement parlé dans les magasins et acheté des trucs. Attends, mais t'es parti où? Ah ouais, c'est par là, ouais. Donc finalement, on va direct aller faire les photos au resto. Et voilà, on aura fait une belle interview, on aura passé une bonne après-midi. Ouais, c'est sympa en tout cas. Voilà. À tout de suite. Tu veux vraiment que du buste, hein, d'accord? Oui, enfin oui, jusque là quoi, oui, un peu les bras et tout ça quoi, voilà. Tu veux croiser les bras? Ouais, hein. Comme ça, on peut croiser les bras. Comme ça plus. On peut croiser les bras dans plusieurs sens. Comme ça, ou comme ça. Elle est terrible ces shots là. Ouais.